Olympische Sommerspiele in München. Und das erste Mal dabei eine selbstständige, mit allen souveränen Rechten ausgestattete Mannschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Solche Leistungen, meine Damen und Herren, bringt der sozialistische Sport hervor. Das zeichnet unsere DDR aus. Les 20e Jeux olympiques d'été ont débuté à Munich le 26 août 1972. 10 jours durant, c'est la grande fête du sport et de la convivialité. Mais le 11e jour, c'est le drame. Des combattants armés de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir commettent un attentat contre l'équipe israélienne. En plein village olympique, ils prennent plusieurs athlètes en otage en échange de la libération de prisonniers palestiniens. La tentative de libération des otages menée par les autorités allemandes est une véritable catastrophe. Les 11 otages israéliens sont tués. À la cérémonie organisée en hommage aux victimes de l'attentat, l'équipe de la RDA brille par son absence. Ce qui intéressait le gouvernement d'Allemagne de l'Est, c'était qu'on célèbre les résultats de ses athlètes aux Jeux olympiques. Elle ne voulait pas que la fête soit éclipsée par cet attentat terroriste. Tandis que la plupart des nations dans le monde partagent le deuil d'Israël pour les victimes, les dirigeants est-allemands se rangent du côté des Palestiniens. De toute évidence, leur solidarité et leurs accointances avec le Proche-Orient ne s'étendent pas à tous les pays. Hier ist das DDR-Fernsehen mit einer Übertragung aus München. Wir kennen die Motive der bewaffneten Gruppe nicht und wir wissen nicht, wer ihre Auftraggeber sind. Vielleicht wollten sie mit ihrer abenteuerlichen Aktion die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit darauf lenken, dass seit über 5 Jahren arabisches Territorium widerrechtlich durch israelische Besatzer okkupiert wird. Dass Israel seit nahezu 5 Jahren der ganzen Welt frech ins Gesicht lacht. Möglich, dass die Abenteurer auf alles dieses haben aufmerksam machen wollen. Au moment où Arafat était critiqué dans le monde entier pour son implication dans l'attentat des Jeux olympiques et où il avait absolument besoin de soutien, Erich Honecker lui a apporté le sien depuis Berlin-Est en déclarant « On est de votre côté. On est de votre côté ». Ça a été le début de l'alliance entre l'Allemagne de l'Est et l'Organisation de libération de la Palestine. Berlin-Est, fin des années 60. La RDA est séparée de sa voisine de l'Ouest par des murs et des postes frontières qui l'isolent totalement de l'Occident. Au sein du bloc de l'Est, en revanche, le pays tient le haut du pavé et le niveau de vie de ses habitants ne cesse d'augmenter. Mais pour son gouvernement, cela ne suffit pas. La RDA, et plus exactement ses dirigeants, avaient un énorme besoin de reconnaissance mondiale. Pour les Allemands de l'Est, c'était primordial. Il y avait la République fédérale et la République démocratique. Et c'était la première qui incarnait l'hégémonie, qui constituait le camp dominant. À l'époque, la RFA répète en boucle que c'est elle et personne d'autre qui représente le peuple allemand, y compris les citoyens de l'Est. Elle veut à tout prix empêcher que la RDA jouisse d'une reconnaissance internationale. Le gouvernement ouest-allemand s'opposait aux États qui accordaient une reconnaissance diplomatique à l'Allemagne de l'Est. Il allait même jusqu'à les menacer de rompre leurs relations commerciales avec eux. La RDA ne veut pas être simplement perçue comme l'autre Allemagne.
Elle aspire à devenir une nation autonome et reconnue comme telle sur le plan international. Il existe un endroit où ce rêve pourrait devenir réalité. C'est le siège des Nations Unies à New York. Mais pour la RDA comme pour la RFA, l'organisation reste désespérément inaccessible. Car chacune de leurs superpuissances alliées, l'Union soviétique pour la première et les États-Unis pour la seconde, bloquent systématiquement l'admission de sa rivale. Pour les Allemands, la course à la reconnaissance mondiale se joue donc loin de leurs deux pays, à New York, mais aussi à 3000 km à l'est de chez eux, au Proche-Orient. Quand mes parents se sont rencontrés en RDA, mon père a dit à ma mère « Je veux devenir ingénieur et partir à l'étranger ». Et en 1955, l'année de ma naissance, à l'occasion d'une mission à l'étranger, ils sont partis s'installer en Égypte, au Caire. Pour l'Allemagne de l'Est, les pays arabes représentaient une immense arrière-cour offrant toute une gamme de possibilités. C'était essentiel pour elle de s'y implanter. La région comprise entre l'est de la Méditerranée et le golfe Persique reste toutefois l'une des plus instables du monde. Là-bas, depuis mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, j'ai grandi avec le conflit du Proche-Orient. Je m'appelle Nabil Abou Amaché. Je suis né en 1947 à Jaffa. À l'époque, Jaffa, c'était la plus grande ville de Palestine. Au début, les Juifs de Palestine faisaient partie intégrante du peuple palestinien. Tout le monde vivait en harmonie, comme me le racontait très souvent ma mère. Mais avec la grande vague d'immigration qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, tout a changé. C'est en Palestine que se trouve la ville sainte de Jérusalem. Même après la guerre, les Juifs européens continuent de venir s'y réfugier et leur nombre ne cesse d'augmenter au sein de la population locale. Jusqu'en 1947, la région reste administrée par la Grande-Bretagne. Je m'appelle Avi Primor. À ma naissance, ce pays était sous domination britannique. Toute personne qui naissait ici était inscrite dans les registres britanniques en tant que citoyen palestinien. Que ce soit les Anglais, les Arabes ou les Juifs, nous étions tous considérés comme des citoyens palestiniens. Nous avons grandi au sein d'une société qui évoluait en parallèle de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Nous avons été élevés dans une société qui aspirait à établir un État juif indépendant. Fin 1947, les Nations Unies adoptent un plan de partage de la Palestine. 2 États pour 2 peuples, l'un juif et l'autre arabe. Israël approuve le plan, tandis que les dirigeants arabes le rejettent. En mai 1948, Israël déclare son indépendance et devient un État à part entière. Pour les Juifs, c'est enfin l'accomplissement d'un rêve vieux de plusieurs millénaires. Les pays voisins n'acceptent pas ce nouvel État d'Israël et le premier conflit israélo-arabe ne tarde pas à éclater. Les Palestiniens appellent cette période la Nakba, la catastrophe. Plus de 700 000 personnes s'enfuient ou sont expulsées de chez elles. Nabil Amaché fait partie de ceux qui ont connu ce destin.
J'étais encore bébé. J'avais 1 an quand on a été chassé. Il n'y a eu aucune accalmie avant les années 60. On ne savait jamais comment la situation allait évoluer. Nous, en tant que Palestiniens, on rêvait depuis toujours d'Allemagne et de culture allemande. D'ailleurs, mes frères étaient déjà partis vivre en Allemagne de l'Ouest. C'était le seul pays qui nous semblait valable. Le jeune Palestinien prend la décision de quitter son pays. Il veut faire quelque chose de sa vie, étudier, être libre. En novembre 1966, à l'âge de 19 ans à peine, il débarque à Hambourg. Dès mon arrivée, je me suis acheté un dictionnaire allemand-arabe. Je l'avais tout le temps avec moi et je n'arrêtais pas de poser des questions aux gens. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Ça m'a permis de nouer très rapidement des contacts avec des Allemands. Et au bout de 3 mois seulement, j'ai rencontré ma première petite amie. Je n'ai eu aucun problème à m'intégrer. Le pays d'accueil de Nabil Amaché, la République fédérale d'Allemagne, se prononce clairement en faveur de l'existence d'Israël, cet État qui l'a justement poussé, lui et sa famille, à l'exil. En 1965, 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest et Israël nouent officiellement des relations diplomatiques. Während Sprechchöre an die nicht vergessenen Verbrechen des Naziregimes erinnerten, unternahm der deutsche Botschafter den Versuch, den Blick behutsam von der Vergangenheit auf eine gemeinsame Zukunft zu lenken. La République fédérale d'Allemagne tient à assumer la responsabilité qu'elle porte envers les Juifs dans les crimes commis par les nazis. Pour elle, la protection du tout jeune État d'Israël fait office de nouveau commandement. Si le 11e commandement existait, il correspondrait au minimum moral qu'on attendrait d'un gouvernement allemand après les nazis. Peu importe ce que vous faites, mais ne tuez plus de juifs. Personne ne s'attend à ce que les Allemands deviennent des saints, ni à ce que tout le monde dans le pays devienne irréprochable. Mais ne faites plus de mal. Et dans ce sens, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest n'a pas transgressé le 11e commandement. En 1965, lorsque la RFA a entamé des relations diplomatiques avec Israël, les Arabes ont réagi. 10 pays arabes ont aussitôt rompu leurs relations diplomatiques avec Bonn. D'un coup, la République fédérale s'est retrouvée isolée dans les régions arabes. Résultat, plus de représentants officiels, plus de plénipotentiaires, plus d'ambassadeurs. Alors, la RDA a avancé ses pions. Pour l'Allemagne de l'Est, c'est l'occasion rêvée de sortir de l'isolement imposé par sa rivale de l'Ouest et d'être enfin reconnue comme un État à part entière. Son plan consiste à se rapprocher des ennemis d'Israël au Proche-Orient. En 1965, le président du Conseil d'État, Walter Ulbricht, se rend en Égypte pour rencontrer son dirigeant, Abdel Nasser. C'est la première fois qu'un officiel est-allemand se déplace dans un pays non socialiste. C'était la tactique des Allemands de l'Est. Ils se sont dit, si Bonn brandit une menace de boycott, nous, on va la contourner en recevant différents pays arabes, ce qui nous donnera aussitôt une légitimité diplomatique. Après ça, le camp occidental n'osera plus prendre des mesures de représailles. C'était ça le véritable but de la visite d'Ulbricht en Égypte. Malgré son offensive diplomatique au Caire,
La RDA n'obtient pas encore la reconnaissance espérée. Mais sa réputation en matière de politique extérieure commence à prendre de l'ampleur. Quant à Abdel Nasser, s'il ne manque pas de perturber les affaires intérieures de l'Allemagne en accueillant Walter Ulbricht en Égypte, il aggrave aussi la situation déjà tendue au Proche-Orient. Au printemps 1967, avec l'aide de ses alliés syriens et jordaniens, il déploie près de 100 000 soldats à la frontière israélienne et menace d'anéantir l'État juif. Dans les semaines qui ont précédé le 5 juin, les radios égyptiennes et syriennes annonçaient sans arrêt que le jour du jugement dernier était arrivé, qu'Israël allait être rayé de la carte et que les Juifs seraient tous jetés à la mer. Les pays arabes répétaient que l'affront de 1948 allait enfin être lavé. Le message était clair. Ils voulaient la guerre. Je m'appelle Dominique Vidal. Je suis journaliste, historien. Moi, je suis d'origine juive. J'utilise le terme parce que je ne suis pas religieux. Mon père a été déporté à Auschwitz. Il en est revenu. Mais 14 autres membres de ma famille sont morts à Auschwitz. Alors, ce contexte familial est évidemment une raison de mon intérêt pour le Proche-Orient, c'est-à-dire la question israélo-palestinienne. J'étais étudiant à la Sorbonne en 1967 et le matin, j'écoute Europe numéro 1. À l'époque, on écoutait plutôt Europe numéro 1. Et c'était un reporter qui se trouvait au Caire le 5 juin 1967. Et il annonce que l'aviation israélienne a réduit à néant l'aviation égyptienne. Dès le matin, très tôt. J'entends, j'écoute, je descends pour aller à la Sorbonne et je vois le gros titre du journal France Soir. Et le gros titre, c'était « L'Égypte a attaqué Israël ». Et ça m'a tétanisé. Je me dis, mais comment c'est possible? Le journaliste d'Europe 1 est sur place, il a vu, et à Paris, quelqu'un a fait un titre mensonger. On a cru qu'il y avait un danger. En France aussi, on a dit c'est une nouvelle Shoah qui se prépare, un nouveau génocide. En réalité, c'est une guerre offensive, préventive, on peut dire. En anglais, ils disent preemptive. La propagande israélienne était très très forte. Ils ont retourné le problème en déclarant qu'ils se sentaient menacés. Mais c'est nous qui étions menacés. Eux, ils avaient des armes, un État et tout l'Occident derrière eux. Au départ, c'est la peur et le pessimisme absolu qui régnaient. Mais ce point de vue a totalement basculé au bout du premier jour de guerre. Ce fut une journée triomphale pour Israël. Dès lors, nous avons bien compris que nous irions de victoire en victoire. La guerre s'achève au bout de 6 jours par la défaite écrasante de l'Alliance arabe. En conquérant plusieurs régions d'Égypte, de Syrie et de Jordanie, les Israéliens se transforment en occupants que les extrémistes palestiniens combattent à coups d'attentats et d'actes terroristes. À peine la guerre des 6 jours est-elle terminée que les dirigeants de la RDA prennent publiquement position dans le conflit du Proche-Orient. Wenn es nach der Deutschen Demokratischen Republik gegangen wäre, wenn es nach der Sowjetunion und den sozialistischen Ländern gegangen wäre, dann wäre im Nahen Osten Frieden, dann hätte dieser Krieg nicht stattgefunden, dann wäre weder ein Araber noch ein israelischer Soldat getötet worden. Israel überfiel mitten im Frieden seine arabischen Nachbarn.
Le discours du 15 juin à Leipzig est l'un des plus importants de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. Est et Ouest confondus. Ce jour-là, Ulbricht a annoncé publiquement à son pays, mais aussi au reste de la planète, qu'un gouvernement allemand après le nazisme soutenait les Arabes dans leur guerre contre Israël. Le monde entier a été choqué. Quoi? Après Hitler, il y a un gouvernement allemand qui ose soutenir les Arabes attaquant l'État israélien? Die Welt kann und wird sich nicht damit abfinden, dass ein Vierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg im Nahen Osten von dem Aggressor Israel und dessen Hintermännern ein Protektorat zur Unterdrückung der arabischen Völker gebildet werden. Pour nous, l'Allemagne de l'Est était un pays hostile. Nous ne savions pas vraiment ce qui se passait là-bas. Ils étaient incontestablement vus comme des ennemis. Et lorsque nous avons enfin établi des rapports avec l'Allemagne de l'Ouest, et que ces relations sont très vite devenues étroites, le statut d'ennemi de l'Allemagne de l'Est a pris une toute nouvelle dimension. Suite à la guerre des 6 jours, la RDA coupe définitivement les ponts avec l'État juif, conformément à la politique anti-israélienne de l'Union soviétique. Lors d'une conférence à Moscou, Walter Ulbricht a encouragé les autres pays socialistes à rompre toute relation avec Israël. Et ils l'ont fait. Il s'agissait de marquer le coup auprès des Arabes, un coup purement politique. Et cette méthode s'est avérée payante. Après la défaite arabe de 1967, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, fondée à peine 3 ans auparavant, redouble de détermination dans sa lutte armée pour la création d'un État indépendant. Il y avait une organisation qui s'appelait l'Organisation de libération de la Palestine. Et elle disposait d'un comité exécutif dans lequel on trouvait le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique pour la libération de la Palestine et un groupe nommé Septembre Noir. Et le public avait l'impression qu'il y avait différentes organisations. Et en effet, il y avait plusieurs leaders qui appliquaient différentes stratégies. Mais au fond, il n'y avait qu'une seule organisation. Les Palestiniens sont fiers d'hériter du nom de Palestine dès le jour de leur naissance. Ils sont en quelque sorte tributaires de ce mot. En 1969, l'OLP nomme à sa tête un homme qui a combattu dans tous les grands conflits pour la libération de la Palestine, Yasser Arafat. Celui-ci veut étendre le combat des Palestiniens jusqu'en Europe afin d'attirer l'attention de l'Occident. Sa stratégie repose sur le terrorisme international, c'est-à-dire mener des opérations spéciales au-delà des frontières et établir des bases militaires secrètes à l'étranger. I am declaring here by the name of these freedom fighters, by the name of our people, by the name of the Palestinians, that we will continue in struggling. In our struggle, we will continue in our fight to returning to our homeland. Le génie politique d'Arafat, c'est d'avoir compris comment mélanger combat et propagande. L'OLP et Yasser Arafat ont brillamment réussi à mettre en scène la dimension romanesque du terrorisme et à lui donner une grande visibilité dans le monde entier.
Berlin-Est voit dans l'OLP de Yasser Arafat une nouvelle occasion d'atteindre son objectif de reconnaissance internationale. En soutenant le leader palestinien, la RDA gagnerait en effet les faveurs des pays arabes du Proche-Orient. Les Arabes ont dit « Ok, les Allemands de l'Est, si vous cherchez toujours la reconnaissance, alors rendez-nous service. Équipez les Palestiniens, fournissez-leur des armes. Soyez l'avant-garde des pays socialistes contre Israël, en faveur de l'OLP, et on exaucera tous vos souhaits de reconnaissance diplomatique. » À l'automne 1971, Berlin-Est reçoit pour la première fois Yasser Arafat à la tête d'une délégation de l'OLP. Pour la RDA, ce rapprochement est à haut risque. Car entre-temps, le terrorisme des extrémistes palestiniens est arrivé jusqu'en Europe. L'un des hommes présents ce jour-là devant la porte de Brandebourg comptera à peine un an plus tard, à l'automne 1972, parmi les terroristes les plus recherchés de la planète. Ali Hassan Salamé, plus connu sous le nom de code Abou Hassan. Pourtant, les deux parties font affaire ensemble. Donc, voici le marché. Nous, on vous protège, on vous fournit les soins médicaux, on vous forme, on vous épaule dans vos activités antisionistes et anti-impérialistes. Mais en échange, vous ne vous servez pas de notre pays pour attaquer l'Europe de l'Ouest. Pas parce qu'on aime l'Europe de l'Ouest, mais parce qu'on ne veut pas être associé aux attentats terroristes qui y seront perpétrés. Pour atteindre son objectif de reconnaissance internationale, la RDA cherche également à travailler son image. L'année 1973 va lui en offrir l'occasion idéale. Cet été-là, Berlin-Est doit accueillir le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Ce grand événement communiste a vu le jour 2 ans après la Seconde Guerre mondiale. Traditionnellement, la coordination des pays participants est assurée par un représentant de la France. Pour cette édition, c'est Dominique Vidal qui est choisi. Je suis arrivé à Berlin en janvier 1972 pour organiser le Festival mondial de la jeunesse. La RDA a accepté la tradition qui voulait que ce soit un Français qui soit secrétaire coordinateur du festival. Pourquoi j'ai été choisi? Je n'ai pas d'illusion, c'est pas pour mes qualités particulières, c'est d'abord parce que je parlais allemand. C'est évidemment très important pour un festival à Berlin. Ce festival promet d'être le plus grand événement international jamais organisé en RDA depuis la création du pays. Les préparatifs commencent plus d'1 an et demi avant le jour J. Disons que j'étais le visage du festival. Dans toute la période de préparation, donc l'année 1972 et le début de 1973, j'étais effectivement, quand il fallait parler du festival, on m'interviewait, donc à la télévision, dans les journaux. J'ai même fait la une d'un journal féminin à l'époque qui s'appelait Fürdig. C'était drôle. À 21 ans, 22 ans, on a encore un tout petit peu de coquetterie, donc on se dit que c'est formidable d'être affiché. L'Allemagne de l'Est veut être irréprochable pour marquer des points à l'international. Elle tient donc à faire preuve d'ouverture et de tolérance envers tous les pays, y compris Israël. On avait prévu au niveau de la commission permanente du festival de faire une journée sur la solidarité avec les peuples du Moyen-Orient. Il y aura des délégations des pays arabes, une délégation palestinienne, mais aussi une délégation israélienne, puisque le point de départ pour la commission permanente du festival, et pour moi en particulier, c'était que la présence d'Israël au festival, c'est une présence absolument indispensable. Les dirigeants de la RDA sont à 2 doigts de réaliser leur rêve, être un État reconnu au niveau international. D'autant plus que la RFA a finalement abandonné ses prétentions de devenir la représentante exclusive de tous les Allemands. New York,
Sitz der Vereinten Nationen. Zu Beginn des Jahres 1972 äußerte UNO-Generalsekretär Waldheim, dass es für die Weltorganisation förderlich und nützlich sei, wenn die DDR und die BRD in der UNO voll mitarbeiten würden. Die DDR hat durch ihre Politik des Friedens seit langem bekräftigt, dass sie bereit und willens ist, in der UNO und ihren Spezialorganisationen mitzuwirken. Mais en 1972, c'est vers l'Allemagne de l'Ouest que tous les regards se tournent, et en particulier Munich, qui accueille les 20e Jeux olympiques d'été. Pour la première fois, la RDA concourt sous son propre drapeau et avec son propre hymne national. C'est une nouvelle victoire dans son combat pour la reconnaissance internationale. Mais ce n'est pas la seule. Les athlètes est-allemands multiplient les exploits en compétition. Le pays décroche ainsi la 3e place au tableau des médailles devant son hôte et éternel rival de l'Ouest. Le 5 septembre 1972, la fête vire au drame. Des combattants armés de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir s'introduisent dans le village olympique et prennent en otage des membres de l'équipe israélienne. But de l'opération, faire libérer des Palestiniens emprisonnés en Israël. Les autorités ouest-allemandes sont complètement dépassées par la situation. Toutes les négociations avec les terroristes échouent. Finalement, la prise d'otage s'achèvera au bout de 20 heures. Après une fusillade mortelle entre les terroristes et la police. On a évidemment pu entendre ces phrases. On tue encore des Juifs en Allemagne. C'est une première depuis la Shoah, on assassine des Juifs en Allemagne. Les gens disaient, les Allemands ne nous protègent pas. Ils ont plus d'obligations envers nous que tout autre pays. Au cours de ce 5 septembre tragique, 11 membres de l'équipe olympique israélienne sont assassinés. Un policier allemand est également tué, ainsi que 5 terroristes palestiniens. La grande fête du sport et de la paix fait désormais place au deuil et au traumatisme. Hier ist das DDR-Fernsehen mit einer Übertragung aus München. Ich spreche zu Ihnen, verehrte Zuschauer, aus dem Olympiastadion. Die Fahnen auf dem Stadionrund wehen auf Halbmast. Pourtant, malgré les morts et le terrorisme, les médias d'Allemagne de l'Est maintiennent leur ligne officielle sur la désignation de l'agresseur et de la victime dans le conflit israélo-palestinien. Mit derartigen Aktionen arbeiten die arabischen Abenteurer, gewollt oder nicht, den Bestrebungen des Aggressors im Nahen Osten in die Hände. J'ai appris l'attentat à la télévision. À vrai dire, beaucoup de Palestiniens l'ont condamné. Personne n'a compris. Der Terror des Kommandos lenkt Verdacht auch auf die palästinensischen Studenten in der Bundesrepublik. 500 von ihnen sind in der Union palästinensischer Studenten GUPS organisiert. Lors des années précédant l'attentat, les services de renseignement fédéraux allemands surveillaient déjà de près l'Union générale des étudiants palestiniens, dont le nom abrégé en anglais était la GUPS.
Après ça, l'Allemagne de l'Ouest a décidé d'interdire la GUPS. Les services de renseignement l'accusaient de se servir du territoire de la République fédérale allemande pour mener une campagne terroriste contre l'État d'Israël. Suite au terrible fiasco de la libération des otages à Munich, les autorités ouest-allemandes sont sous pression. Il leur faut trouver le nom des instigateurs de l'attentat, et vite. Les perquisitions et les arrestations se multiplient dans tout le pays, notamment au sein des associations arabes. Nabil Hamaché occupe alors depuis 3 ans le poste de secrétaire de l'Union générale des étudiants palestiniens à Hambourg. La GUPS était un mouvement étudiant composé de jeunes, rien de plus. Je sais tout ce qu'on a dit et écrit sur elle, mais c'est faux. Le gouvernement de l'époque cherchait simplement à justifier son échec. Il était perdu, il lui fallait un coupable. Et la GUPS faisait parfaitement l'affaire. Gibt es konkrete Beweise, dass die Studentenorganisationen etwas mit Terroristen zu tun haben? Wir gelten doch als ein Land, das gastfreundlich zu den Ausländern ist. Aber wir haben auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Sicherheit unserer Bürger gewährleistet wird. Und wenn ausländische Personen eine Gefahr für diese Sicherheit darstellen, sind wir gezwungen, im Interesse der Sicherheit aller Bürger, sie auszuweisen. La police est venue chez moi. À l'époque, j'habitais dans un foyer pour étudiants. Ils ont enfoncé la porte, ils ont fouillé partout et n'ont rien trouvé. Forcément, j'ai été surpris quand j'ai découvert qu'un avis d'expulsion avait été émis contre moi. En expulsant ces citoyens arabes et palestiniens, la République fédérale d'Allemagne ne tarde pas à s'attirer les foudres de l'étranger. Dans les pays d'origine des personnes expulsées, ces mesures de sécurité sont jugées arbitraires et anti-arabes. Cette hostilité grandissante envers la RFA est une nouvelle occasion pour la RDA de revaloriser son statut dans le monde arabe. Dem Kairoer Flughafen berichten täglich aus der BRD zurückkehrende arabische Bürger über die Fortsetzung und Intensivierung der anti-arabischen Kampagne. Obwohl sie im Besitz gültiger Visa sind, wurden sie ausgewiesen. Unter ihnen befinden sich besonders viele Studenten, die von heute auf morgen die BRD verlassen mussten. Das alles hat verständlicherweise heftige Reaktionen ausgelöst. Stark beachtet und gewürdigt wird hier die eindeutige Position der DDR zu den Willkürakten in der BRD. Yasser Arafat demande à l'Allemagne de l'Est d'accueillir les étudiants qui ont été chassés de l'Ouest. Il sait pertinemment que la RDA a pour objectif d'incarner la meilleure Allemagne auprès des Arabes. Et sa stratégie fonctionne. Erich Honecker accorde son hospitalité à une partie des étudiants expulsés. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Allemagne de l'Est. Honecker avait déclaré que tous ceux qui avaient été expulsés pouvaient venir chez lui. Alors je suis allé à la gare, je me suis assis dans un train et je suis parti en RDA. À l'époque, j'étais en couple avec une femme et j'avais aussi de bons amis. J'ai dû tous les quitter. Ça a été dur. C'était la 2e fois que j'étais expulsé d'un pays. Désormais, l'OLP pouvait dire « Le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a interdit nos organisations, alors que celui d'Allemagne de l'Est nous accueille à bras ouverts. » Et ce message, Arafat l'a bien compris. À partir de ce moment-là, il a su que Honecker était un véritable ami. En février 1973, le chef de l'OLP se rend pour la 2e fois à Berlin-Est, comme allié et ami. Cette visite est surtout consacrée à la préparation de son entrée en scène lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui se tiendra l'été suivant
et dont il sera l'invité d'honneur. Yasser Arafat, il est venu au siège de la commission permanente du festival et nous avons eu une longue conversation. Il y a une photo qui en témoigne. Elle est un peu gênante parce que lui est assis et moi je suis debout. On a l'impression que je lui explique la Palestine, ce qui n'est évidemment pas le cas. Les visites de 71 à 73 avaient été les premières visites de l'OLP en RDA. À l'époque, la préoccupation des dirigeants de RDA comme des dirigeants du bloc de l'Est en général, c'était de pousser l'OLP à abandonner sa tactique terroriste et de pousser l'OLP vers une solution politico-diplomatique. Tous les efforts que l'OLP a fournis pour acquérir une légitimité diplomatique vont bientôt être récompensés à Berlin-Est. À l'été 1973, le coup d'envoi du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants est donné. Toute la planète se retrouve chez le camarade Honecker. C'est une joie et un honneur de pouvoir saluer ici le président du Comité national de la République démocratique allemande pour le festival, notre camarade Erich Honecker. Pendant 9 jours, une fête gigantesque se déroule derrière le rideau de fer. Berlin-Est accueille environ 8 millions de visiteurs et des invités venus de plus de 140 pays. La délégation de l'OLP venait de Beyrouth. Elle comptait environ 300 personnes. Elle a aussi intégré quelques étudiants de Berlin-Est comme moi. J'ai été nommé secrétaire de la délégation. On faisait la fête tous les jours. Je crois que la réussite du festival a été au-delà de ce que les responsables de la RDA pensaient, avec un aspect inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, eux avaient pensé une rencontre entre leur jeunesse et la jeunesse venue progressiste, venue du monde entier, très contrôlée. Mais très vite, pendant le festival, ça a été hors contrôle. Parce qu'il y avait des masses de jeunes. Et les gens se parlaient tout le temps. Le soir, le jour, la nuit. Certains disent qu'il y a eu beaucoup de naissances 9 mois après le festival. Cependant, pour les dirigeants de la RDA, le festival n'est pas qu'un simple divertissement. Il leur permet aussi de se présenter comme un pays ouvert sur l'extérieur, bigarré et tolérant, avec Yasser Arafat au milieu des invités du monde entier. S'il a été une star du Festival de la jeunesse de 1973 à Berlin-Est, c'est parce que les dirigeants d'Allemagne de l'Est l'avaient planifié ainsi. Ça ne serait jamais arrivé sans leur consentement. Ils ont tout organisé. C'est eux qui ont fait de lui une star. Au cours du festival, la RDA et l'OLP signent un accord de partenariat. Cette reconnaissance mutuelle permet ainsi à la RDA de s'affranchir un peu plus de l'Occident et à l'OLP de se placer sur l'échiquier de la diplomatie internationale. Le festival intervient exactement au moment où l'OLP abandonne sa stratégie terroriste, en tout cas sa tactique terroriste, celle qui a fait la tragédie de Munich, pour s'orienter vers une stratégie politique et diplomatique. Le festival est juste comme au milieu de cette évolution.
Je pense que l'enthousiasme du Politburo est-allemand pour l'OLP était parfaitement sincère. C'était un mélange de convictions idéologiques profondes et de réels politiques purement pragmatiques. Cette réelle politique, c'était par exemple quand l'Allemagne de l'Est soutenait l'OLP, parce que c'était extrêmement bénéfique pour ses relations extérieures partout dans le monde. En septembre 1973, à peine un mois après la fin du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, l'heure est enfin venue pour la diplomatie est-allemande de récolter les fruits de son alliance avec les Arabes. À New York, on se prépare à accueillir les deux États allemands au sein de l'ONU. La RDA devient ainsi le 133e membre de l'organisation internationale. C'était énorme, énorme. Pour les Allemands de l'Est, être admis aux Nations Unies, c'était le couronnement de leur politique étrangère. L'Allemagne de l'Est a anéanti tous les efforts de l'Allemagne de l'Ouest, qui voulait l'isoler du reste du monde. La RDA a obtenu sa reconnaissance internationale grâce aux pays arabes. Certains étaient ravis de cette entrée à l'ONU, mais j'imagine que d'autres l'étaient beaucoup moins, car ça entérinait la scission de l'Allemagne. Et en plus, tout ça s'était décidé à l'étranger. Israël soutient l'entrée de la RFA à l'ONU, mais s'oppose fermement à celle de la RDA. Lors de son discours à la cérémonie d'admission, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies ne mâche pas ses mots. Israel notes with regret and repugnance that the other German state has ignored and continues to ignore Germany's historical responsibility for the Holocaust. It has compounded the gravity of this attitude by giving support and practical assistance to the campaign of violence and murder waged against Israel and the Jewish people by Arab terror organizations. À New York, les Palestiniens peuvent compter sur le soutien indéfectible de la RDA. Avec d'autres pays partageant les mêmes convictions qu'elle, l'Allemagne de l'Est se bat pour que l'OLP de Yasser Arafat puisse obtenir une voix dans ce centre de la diplomatie mondiale. En novembre 1974, plus d'un an après l'adhésion de la RDA et pour la première fois de son histoire, l'Assemblée générale de l'ONU voit monter à la tribune un politicien qui ne représente ni un État, ni un gouvernement. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه. L'intervention de Yasser Arafat à New York symbolise sa transformation de chef terroriste en homme d'État. Pourtant, l'OLP n'abandonnera jamais totalement la lutte armée. Malgré des hauts et des bas, l'alliance entre l'Allemagne de l'Est et Yasser Arafat se poursuivra pendant encore 15 ans. Jusqu'en novembre 1989 et la chute du mur. Très vite, les deux peuples allemands ne font de nouveau plus qu'un. Au printemps 1990, le tout dernier parlement de RDA
pose les jalons d'une nouvelle politique décidée à l'Ouest. Il renie également certaines positions qui semblaient pourtant immuables depuis des décennies. Wir empfinden Trauer und Scham und bekennen uns zu dieser Last der deutschen Geschichte. Au bout du compte, les membres de ce premier Parlement d'Allemagne de l'Est, élus démocratiquement, avant même la réunification, ont compris que pour mettre fin à la dictature, il fallait aussi mettre fin à l'antisémitisme et à la haine envers Israël. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel, auch nach 1945 in unserem Lande. Ich schlage vor, dass wir uns erheben.